Merci beaucoup. Alors, je veux commencer par remercier les organisateurs de ce premier congrès africain et du troisième congrès national de l'Association des techniciens de laboratoire au Maroc. Je profite aussi pour remercier donc, les responsables de l'association tunisienne des biologistes, des techniciens biologistes pour leur professionnalisme. Et en fait, c'est un grand plaisir pour moi d'être là parmi vous, même à distance. Malheureusement, j'ai pas pu faire le déplacement pour des empêchements de dernière minute, mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de discuter. Donc, je salue par la même occasion aussi tous les collègues qui sont présents à Marrakech. Et c'est un plaisir pour moi pour vous parler de la conférence qui m'a été donc confiée, qui est l'intérêt de la PCR dans le diagnostic des infections invasives d'origine bactérienne. Alors, ces infections invasives d'origine bactérienne se caractérisent par des lésions tissulaires profondes et extensives avec une dissémination sanguine. Donc, la bactériémie est pratiquement toujours présente, avec des manifestations, bien sûr, systémiques. Alors, ces infections sont de principales causes de morbidité et de mortalité chez l'adulte et chez l'enfant. Excusez-moi, je ne vois plus mon écran. Je vais refaire le partage. Voilà. Très bien. Les participants peuvent maintenant voir votre application. Vous avez lancé le partage d'écran. Alors, les principales infections invasives sont les méningites. C'est l'infection invasive bactérienne la plus grave et la plus difficile à traiter qui génère le plus de mortalité. Mais il y a aussi les bactériémies, les septicémies, les pneumonies bactériennes et les infections osteoarticulaires ainsi que toute autre infection au niveau d'un site normalement stérile. Alors, ces infections génèrent tous les ans un taux de mortalité qui n'est pas négligeable. Par exemple, et selon l'Organisation mondiale de la santé, la méningite engendre tous les ans 250 000 décès et le sepsis avait entraîné en 2017 11 millions de décès dans le monde. Alors, ces infections sont pourvoyeuses de séquelles graves, invalidantes et à long terme, avec un surcoût de santé très élevé. Alors, vous avez très bien compris qu'il s'agit d'infections dont le diagnostic et la thérapeutique sont de vraies urgences. Alors, pour répondre à cette urgence diagnostique et thérapeutique, nous avons besoin de moyens très rapides et très spécifiques qui permettent donc de préciser l'agent étiologique dans les meilleurs délais. Alors, pour illustrer cette urgence, donc, nous allons s'aider de cette vignette clinique. Donc là, je vous présente une situation qui est véridique. C'est un enfant qui avait consulté aux urgences pour fièvre, toux et douleurs thoraciques évoluant depuis 48 heures avec altération de l'état général. Alors, les parents rapportent un refus d'alimentation malgré un traitement antibiotique prescrit par son pédiatre à base d'amoxicilline depuis 36 heures. Alors, l'examen clinique avait montré une tachycardie et une polypnée chez l'enfant. L'auscultation pulmonaire était pathologique et vu son état, le patient a été hospitalisé en réa avec plusieurs investigations, dont cette radiothorax qui montre donc l'opacité basale gauche qui est en faveur d'une pleurésie. Cette pleurésie a été confirmée par l'échographie, une ponction pleurale et des hémocultures ont été réalisées et l'enfant a été mis sous amoxicilline par voie parentérale. Alors, au laboratoire, tous les examens qui ont été faits, y compris la culture, étaient négative après 48 heures d'incubation. Alors, le malade va toujours mal, donc il ne s'est pas amélioré sous amoxicilline par voie parentérale, avec un très mauvais état hémodynamique. Alors, le médecin traitant pense à modifier l'antibiothérapie, mais quelle molécule il va utiliser et quel agent étiologique il va viser. Donc, la réponse à cette question n'est pas évidente. Pour avoir une réponse, on doit identifier la bactérie en utilisant une méthode de diagnostic qui n'est pas influençable par la prise d'antibiotiques, qui soit rapide et qui soit spécifique et sensible. Alors pour cela, il n'y a que la biologie moléculaire et notamment la PCR qui va pouvoir le faire.
Alors là, sur cette plaque, juste un petit rappel concernant les méthodes bactériologiques classiques. Donc, lorsqu'on reçoit un prélèvement au laboratoire, on va procéder à une coloration de grains, une culture sur des milieux spécifiques, qui est le code de standard, bien sûr, dans le diagnostic bactériologique. Si la culture est positive, donc on va procéder à l'identification biochimique de la bactérie et on va réaliser un antibiogramme et parfois on détermine les CNI. Alors tout cela va mettre un minimum de 72 à 96 heures pour avoir un résultat final. Alors le problème se complique lorsque le patient il avait pris une antibiothérapie préalable au prélèvement, donc tous les examens vont se négativer et dans un grand pourcentage de cas, on ne va pas pouvoir isoler la bactérie en question. Alors, pour pallier à ce délai très long de rendu de résultats, donc il y a des solutions qui sont l'amplification génique par PCR et la biologie moléculaire, qui va permettre en moins de 24 heures de nous donner donc un résultat au moins de l'agent étiologique, tout en sachant que malheureusement, on ne va pas pouvoir faire un antibiogramme. Peut-être on va pouvoir déterminer la résistance pour certaines molécules par PCR. Alors, le deuxième avantage, en plus de la rapidité de la PCR, c'est qu'elle ne soit pas toujours influencée par la prise d'antibiothérapie, surtout si le patient avait pris quelques doses, donc un traitement de 2 à 3 jours en général laisse toujours la PCR positive. Alors, c'est quoi le principe de cette PCR? Donc, on a besoin de faire en amont de cette PCR une extraction et une purification de l'ADN. Donc, on va obtenir l'ADN matrice qu'on va mettre dans un tube réactionnel avec tous les réactifs nécessaires à la PCR. Puis, on va le mettre dans un thermocycleur où il va subir 20 à 40 cycles d'amplification. Ça dépend de votre protocole de PCR. Et pour chaque cycle d'amplification, il y a 3 variations de température. La première température, qui est à 94 degrés, va nous permettre une dénaturation de l'ADN en double brin. Puis on va procéder en abaissant la température entre 50 et 60 à l'hybridation en utilisant les amorces qui existent déjà dans le mix réactionnel. Puis, en élevant la température à 72 degrés, qui est la température optimale du fonctionnement de l'ADN polymérase ou bien la TAC polymérase, donc on va avoir une élongation. Et au bout du premier cycle, à partir d'une molécule d'ADN, on va en obtenir 2. Lorsqu'on procède à n cycle, donc à partir d'une copie d'ADN, on va obtenir à la fin donc de la PCR 2 à la puissance n copies. Alors, il y a plusieurs méthodes de PCR. Donc, il y a les PCR conventionnels en point final, avec la variante de la RT-PCR. Il y a aussi l'avènement de la PCR en temps réel, ou bien la PCR quantitative, qui est une PCR qui utilise les sondes fluorescentes, surtout les sondes Tachmann, qui sont les plus utilisées, pour une amplification et une détection synchronisée de l'ADN, avec une possibilité de quantification, en précisant le cycle seuil ou bien le cycle threshold qui correspond donc au début de la détection de la fluorescence par l'appareil. Et cette interaction, elle va nous donner une valeur. Ce CT, cette valeur de CT, elle est inversement proportionnelle à la charge bactérienne ou virale qui existait dans le prélèvement initialement. Alors là, c'est la PCR ciblée lorsqu'on connaît l'agent étiologique qu'on cherche. Dans la situation où on ne connaît pas, on peut faire une PCR universelle qui est suivie de séquençage pour détecter n'importe quel agent étiologique dans un prélèvement pathologique. Alors, le dernier né de la PCR, c'est la PCR digitale qui permet donc, qui a une excellente sensibilité et spécificité. Elle détecte même les mutations pour les agents étiologiques responsables d'infection. Alors, la PCR peut être faite en simplex, c'est-à-dire on va amplifier une seule cible, donc on va détecter un seul pathogène dans une réaction, mais elle peut être aussi multiplexe. Ce multiplexage permet de détecter plusieurs pathogènes à la fois, donc ça peut être quelques pathogènes jusqu'à aller à plusieurs, comme ça a été tout à l'heure expliqué par mon ami et collègue Dr Sora Nabila, qui est l'approche syndromique. Alors, les critères d'interprétation d'une PCR varient en fonction de la validation, bien sûr, de la réaction.
par la validation des contrôles positifs, des contrôles négatifs et des contrôles internes. Il faut aussi regarder les pathogènes qui ont été détectés selon le site infectieux et selon la présentation clinique. Toujours, il faut confronter vos résultats aux données clinico-biologiques. Attention bien sûr aux faux positifs et aux faux négatifs qui sont dus, entre autres, à la présence d'inhibiteurs. Alors, la PCR, elle est parfois le seul moyen de diagnostic direct dans certaines infections, surtout lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes qui ne sont pas cultivables ou qui sont très difficilement cultivables, comme Chlamydia trachomatis, comme le Mycobacterium tuberculosis, comme les virus aussi, tous les virus. Donc, la PCR aussi, elle va raccourcir le délai de diagnostic par rapport à la culture. Elle a une excellente sensibilité et spécificité. Alors, les indications sont très variées et très larges. Elle peut être utilisée dans le diagnostic pour rechercher directement à partir d'un prélèvement un agent pathogène spécifique ou bien faire son identification à partir d'une culture sur milieu gélosé. Elle permet aussi de faire une recherche aléatoire de bactéries dans un produit pathologique, donc n'importe quelle bactérie qui sera amplifiée puis séquencée. On peut l'utiliser aussi comme aide à l'antibiothérapie. Là, l'exemple le plus intéressant, c'est la recherche de BK par PCR avec la recherche simultanée de la résistance à la rifampicine et à l'isoniazide, mais aussi dans des buts épidémiologiques. Alors, on va revenir à notre patient. Le médecin revient vers vous très rapidement en vous demandant si vous avez un autre moyen de diagnostic parce que le malade va très mal. Et dans ce cas, vous avez suggéré de faire une amplification génique par PCR des deux bactéries les plus fréquemment incriminées dans les pleuropneumopathies, à savoir le pneumocoque et le Staph aureus. Mais aussi, vous allez faire l'amplification de l'Haemophilus influenzae puisque vous avez les sondes et les amorces disponibles. Alors, vous pouvez le faire sur le prélèvement pleural qui est déjà disponible dans votre laboratoire et vous avez demandé au clinicien d'envoyer un tube DTA qui est un tube NFS qui doit être prélevé stérilement et sur lequel on peut détecter aussi la bactérie. L'utilisation de ce tube va augmenter la sensibilité de votre PCR. Et effectivement, vous avez fait la PCR sur les deux prélèvements et au bout de 24 heures, vous avez un résultat positif sur les deux, sur le tube sang total et sur le liquide pleural. C'était un Staph aureus. Et le traitement a été modifié par l'oxacilline puisque l'ampicilline ne marche pas sur le staphylocoque. Alors, dans notre laboratoire, nous avons utilisé la technique de PCR en temps réel pour améliorer le diagnostic des pleuropneumopathies chez l'enfant, puisque dans cette pathologie, donc la pleurésie, c'est une complication d'une pneumonie initialement, et en général, lorsqu'on arrive à ce stade avec une bactériémie, le malade, il est déjà sous antibiothérapie et on va trouver un certain nombre de cultures négatives. Alors, pour cela, nous avons fait une collection de ces 158 liquides pleuraux entre 2019 et 2023 pour lesquels on avait fait une recherche ciblée de pneumocoque par la PCR en temps réel, donc en amplifiant un gène spécifique de cette bactérie, en plus de la culture classique et de recherche d'antigènes solubles de pneumocoque par Binaxnab. Alors, l'utilisation de la PCR en temps réel nous a fait gagner 7% de diagnostic positif pour le pneumocoque par rapport au prélèvement qui était négatif et a permis de confirmer que le premier agent étiologique, c'est le pneumocoque, mais le Staph aureus aussi a une place très importante dans les pleuropneumopathies de l'enfant, mais aussi de l'adulte, c'est connu, il est responsable d'à peu près un tiers des cas. Alors, notre patient s'est amélioré un tout petit peu par ce changement d'antibiothérapie, mais il est toujours sceptique et le médecin suspecte une souche de Staph aureus particulièrement virulente. Il suspecte une souche productrice de la leucocidine de Pentan-Valentine. Alors, vous avez fait la PCR pour la détection de cette toxine. Elle était effectivement positive. Donc, le médecin avait additionné la clindamycine, qui est un antibiotique antitoxinique, et on a eu une bonne évolution clinique et le patient, il a quitté la réanimation. Alors, l'utilisation de la PCR pour la mise en évidence des facteurs de virulence bactériens et notamment des toxines est d'un apport considérable dans certaines situations pour la prise en charge des infections invasives d'origine bactérienne. Alors, nous avons pris l'exemple du Staph aureus producteur de la toxine de Pentan-Valentine qu'on avait
essayé sur une collection de 139 Staph aureus isolés de différents prélèvements pathologiques et on a trouvé que 29 cas étaient producteurs de la PVL. Alors, c'est surtout les Staph aureus isolés de prélèvements ostéoarticulaires qui étaient les plus pourvoyeurs de PVL. Alors, je vais vous citer un autre exemple qui sort du cadre des infections invasives d'origine bactérienne. Là, c'est les infections chez les malades Crohn, mais là, c'est une situation très importante puisque les malades Crohn ont un terrain très sensible et donc, à partir du portage, ils peuvent faire facilement des infections très graves, bactériémiques et mortelles. Alors, dans ce travail, nous avons cherché les toxines, le portage de de Campylobacter canisius et de ces toxines qui sont l'exotoxine 9 et la toxine ZOT chez les malades de Crohn et chez des malades témoins. Et nous avons remarqué que ce soit le portage de la bactérie, que la production de ces toxines était statistiquement plus importante chez les malades de Crohn par rapport aux malades témoins. Donc, la même chose a été faite pour le Clostridium difficile. On avait montré que le portage de Clostridium difficile est largement plus important chez les malades de Crohn et que les souches de Clostridium chez ces patients-là sont dans la majorité des cas productrices de la toxine A et B qui sont à l'origine du pouvoir pathogène du Clostridium difficile, alors que ces toxines n'existent pas chez les souches portées par les sujets témoins. Alors, une autre infection particulièrement grave qui est la méningite purulente. Donc, cette pathologie, tellement elle est grave et tellement le patient peut traîner avant d'arriver à l'hôpital, en général, le médecin va donner une antibiothérapie qui peut être prise dans une dose qui n'est pas mélangée et donc elle va décapiter l'infection neuroméningée. Alors c'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place une PCR multiplex pour le diagnostic des trois principales bactéries responsables de méningite purulente chez l'enfant, à savoir le méningocoque, le pneumocoque et l'hémophilus influenzae, bien qu'il n'est pas actuellement très fréquent chez nos enfants. Alors, cette PCR a été validée sur une collection de 122 liquides cérébrospinaux isolés entre 2014 et 2016 dans notre hôpital. Alors, les résultats étaient très intéressants puisque pour le méningocoque, nous avons obtenu une augmentation de 50% du diagnostic positif et pour le pneumocoque, cette augmentation est de 6,7 et tous ces chiffres étaient statistiquement significatifs par rapport à la méthode conventionnelle qui est la culture. Alors, ce qui est curieux, c'est que nous avons eu des PCR positives, même chez des enfants qui avaient pris une antibiothérapie depuis plus que 3 jours. Alors, dans le cadre des infections invasives à méningocoque, et comme vous avez vu dans la précédente plaque, donc la PCR augmente de 50% le rendement des méthodes de diagnostic bactériologique. Donc, nous avons fait une étude beaucoup plus large qui s'est étalée de 2009 à 2022. Donc, nous avons utilisé la culture jusqu'à 2013 et la culture couplée à la PCR à partir de 2014. Et à partir de 2019, cette PCR a été introduite en routine et c'était à l'occasion de la mise en place d'un projet international auquel tout le Nord-Afrique était associé. C'était le projet Meningstop. Alors, durant cette période, nous avons isolé 113 cas d'infection invasive à méningocoque. C'était essentiellement des méningites et des méningites avec des bactériémies. Alors, la PCR en temps réel a été utilisée pour le génogroupage des souches, mais aussi des prélèvements positifs avec culture négative. Et on avait confirmé que le sérogroupe B était le plus fréquent utilisé avec 3/4 des cas, alors tout en sachant que la vaccination contre ce sérogroupe n'est pas disponible dans notre pays. Alors, il a été confirmé partout dans le monde que la PCR est 3 fois plus sensible que la culture pour le diagnostic des infections invasives à méningocoque. Donc, c'est un outil incontournable dans ce type d'infection grave. Alors, dans le même cadre d'infection, donc, et pour voir un tout petit peu les caractéristiques des résistances aux antibiotiques, nous avons appliqué la PCR associée au séquençage pour préciser les allèles du gène qui code pour la résistance aux bêta-lactamines et nous avons confirmé que les allèles PEN-A33 et PEN-A9 sont les plus fréquents parmi les méningocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline en Tunisie. Alors, un autre agent étiologique des infections invasives graves, c'est l'hémophilus influenzae. Alors, vous allez me dire que cette
bactérie n'existe plus suite à la vaccination? Alors, ma réponse est oui et non. En fait, cette bactérie, la fréquence et l'incidence des infections graves à hémophilus influenzae B avaient diminué dans plusieurs pays du monde, y compris nos pays du Nord-Afrique, mais ces dernières années, on assiste à une résurgence de ces infections. Alors pour cela, donc pour voir ce qui se passe, nous avons utilisé la PCR en temps réel avec le séquençage du génome entier pour faire le diagnostic des infections invasives à hémophilus, pour faire le sérotypage, que ce soit des souches, que ce soit à partir des prélèvements dont la culture était négative. Alors, nous avons colligé 53 cas, essentiellement chez des enfants âgés de moins de 5 ans. C'était des bactériémies et des méningites, essentiellement. Alors, l'identification phénotypique et moléculaire par PCR et par whole genome sequencing était concordante, sauf pour une seule souche, où la PCR d'identification était négative. Alors, dans ce cas, le whole genome sequencing avait confirmé que cette souche était effectivement un hémophilus influenzae, mais le gène HPD qu'on utilise pour l'identification était tronqué dans sa séquence en la position 5', ce qui a empêché l'hybridation avec les amorces et empêché bien sûr le diagnostic direct de ce cas-là. Alors c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser simultanément deux gènes pour améliorer la performance du diagnostic des infections invasives à hémophilus, surtout lorsque la culture est négative. Alors, par ailleurs, l'utilisation de la vaccination anti-hémophilus influenzae B avait changé d'une manière importante l'épidémiologie de cette pathologie, mais aussi avait entraîné une augmentation de la résistance, surtout au C3G. Alors, pourquoi? Parce que, grâce à l'utilisation de la PCR en temps réel, nous sommes en train de faire ou de détecter tous les sérotypes circulants qui sont responsables d'infections invasives, et nous avons remarqué que la majorité des souches responsables de ces infections, qui sont ici en bleu, sont non typables. Et il est connu que les souches non typables sont beaucoup plus résistantes aux antibiotiques que les souches de sérotype B ou d'autres sérotypes. Par ailleurs, le sérotype B circule toujours, et curieusement, nous avons remarqué l'émergence de notre sérotype, qui est le sérotype A, et qui est surtout isolé chez des nourrissons très jeunes, âgés de moins de 6 mois, et que ce sérotype A, il est responsable d'infections invasives, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, chez des enfants âgés de moins de 1 an. Alors, le dernier exemple d'infection invasive est l'apport de la PCR dans son diagnostic et l'infection osteo-articulaire. Alors, qui est une urgence diagnostique thérapeutique, il faut bien connaître les actualités de l'épidémiologie bactérienne pour un choix raisonnable et correct de l'antibiothérapie probabiliste. Alors, ce qui est connu dans les pays développés, c'est que la première étiologie d'arthrite septique de l'enfant âgé de moins de 4 ans, c'est Kingella Kinge. Ce bacille à gram négatif est de culture très difficile et donc il est sous-diagnostiqué si on utilise uniquement la culture. Pour faire son diagnostic, la biologie moléculaire est primordiale. Alors, en Tunisie, on connaît que le Staph aureus est le premier agent étiologique des infections osteo-articulaires de l'enfant. Mais nos études sont basées uniquement sur la culture. Kingella Kinge a été isolée dans des cas vraiment très très rares. Alors, quelle est la place réelle de ce Kingella Kinge dans notre pays et dans les infections osteo-articulaires? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude prospective de 2018 à 2020 sur des prélèvements osteo-articulaires en utilisant la culture avec enrichissement sur des flacons d'hémoculture, mais surtout nous avons utilisé la PCR spécifique de Kingella Kinge, de Staph aureus, de pneumocoque, d'hémophilus influenzae et de méningocoque. Nos résultats étaient très intéressants puisque nous avons eu un gain diagnostique de 15%. Ce gain diagnostic, il est supérieur à celui de l'enrichissement dans les flacons d'hémoculture et il concerne tous les agents étiologiques pour lesquels nous avons utilisé une PCR spécifique. Mais le gain diagnostique était le plus intéressant pour cette bactérie qui est Kingella Kinge. Plus que la moitié des cas n'étaient diagnostiqués que par PCR. Donc, si on n'avait pas utilisé ces techniques, plus que la moitié des arthrites septiques à Kingella auraient un diagnostic étiologique inconnu. Donc, comme vous voyez, les applications de la PCR en temps réel et de la biologie moléculaire en général sont très larges dans le diagnostic des infections
invasives bactériennes, elles sont très intéressantes et elles ont révolutionné le diagnostic des maladies infectieuses. Actuellement, elles sont largement utilisées pour le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies. Alors, pour certaines infections, la PCR est maintenant considérée comme une méthode de référence. Pour cela, il faut essayer d'utiliser les tests qui sont d'excellente sensibilité, d'excellente spécificité. Alors, plusieurs tests commercialisés répondent à ces caractéristiques-là parce qu'ils sont standardisés, ils incluent des contrôles négatifs, des contrôles positifs, des contrôles internes, ils sont reproductibles et ils sont surtout qualifiés CE-IVD, c'est-à-dire ils sont qualifiés pour le diagnostic in vitro. Alors, l'interprétation de la résultat, bien sûr, pour avoir des données fiables, doit être faite avec prudence et se confronter, bien sûr, aux données clinico-biologiques. Alors, la contamination au cours de la PCR est très facile et donc il faut faire attention et travailler dans les bonnes conditions, bien sûr, que vous connaissez avec beaucoup de détails. Enfin, et cependant, les méthodes classiques avec culture restent la référence. Il ne faut pas oublier que à chaque fois que vous allez utiliser la biologie moléculaire, il faut la coupler obligatoirement aux techniques standards avec culture. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.